Hello tout le monde et bienvenue dans la première vidéo d'une série dédiée à l'architecture fictionnelle. Dans cette série, on pourra analyser différents lieux, que ce soit une simple salle, un bâtiment entier, ou encore une ville issue de l'imaginaire, du jeu vidéo, du cinéma ou de la littérature. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de travailler sur le manoir Spencer de Resident Evil. C'est sans doute l'un des lieux les plus emblématiques du monde du jeu vidéo qui fascine encore près de 20 ans après sa sortie. La vidéo sera faite en deux parties. Une première partie plutôt analytique, où on va analyser quel style architectural, quelle composition, etc. Et une seconde partie plutôt créative où on va essayer de redessiner le plan du manoir pour qu'il soit plus conforme à quelque chose qu'on pourrait voir dans la réalité. Petite parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas, Resident Evil, c'est une franchise de jeux d'horreur qui est née en 1996. On incarne un agent d'élite qui enquête sur des disparitions mystérieuses qui ont lieu dans la forêt de Raccoon City et qui se retrouve piégé avec son équipe dans un manoir rempli de pièges, de puzzles, de zombies et autres armes biologiques qui sont jusqu'alors la marque de fabrique de la franchise Resident Evil. Sans grande surprise, le support sur lequel on va travailler ici, ça va être le jeu. Le premier jeu, lui, est sorti en 1996, mais on va surtout travailler avec le remake qui est sorti sur GameCube en 2002, parce qu'en plus de reprendre quasiment trait pour trait les plans du manoir, le scénario du premier jeu, il ajoute énormément à la dimension esthétique, et c'est surtout ça qui va nous intéresser ici. On peut naturellement commencer par l'extérieur. On se situe dans les montagnes d'Arklay, proche d'une ville qui s'appelle Raccoon City. La forêt qui se trouve autour du manoir est un lieu assez peu habité, c'est surtout un lieu de randonnée, et ce sont ces randonneurs en fait qu'on va retrouver morts et qui vont déclencher le début de l'enquête. La bâtisse, elle est assez conséquente, le manoir fait quasiment 35-40 mètres de large, on devine 2 ou 3 étages. C'est assez impressionnant, mais il est assez caché dans la forêt où il se trouve. Au nord du bâtiment, on retrouve un cimetière avec des salles secrètes sous une tombe et ce genre de choses. On a aussi un système de terrasses avec des bassins, des piscines, des fontaines. On a aussi un peu plus au nord une résidence qui sert à loger les biologistes qui travaillent sur place. Et un peu plus perdu dans la forêt, on a une sorte de vieille cabane abandonnée qui sert d'abri à un des monstres en fait du jeu. Ce qu'on peut dire de l'extérieur, c'est assez maigre puisque la bâtisse est assez isolée du reste de la ville. Et on a aussi très peu d'actions qui se déroulent en extérieur. On a quasiment 70%, 80% de l'action qui se déroule en intérieur. Quand on regarde l'intérieur, il y a tout de suite quelque chose qui me plaît plutôt bien, c'est que l'intérieur correspond à l'idée qu'on se fait de l'extérieur. On est dans des pièces qui sont plutôt bien proportionnées par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur. On se retrouve pas avec cet effet, vous savez, dans Harry Potter et la coupe de feu, au tout début du film, en fait, quand ils sont à 15 à rentrer dans une tente de deux personnes, qui de l'extérieur paraît être une tente toute simple, mais de l'intérieur est en fait beaucoup plus grande, c'est une tente familiale. Là, on a affaire à de la magie, mais c'est parfois le cas dans des jeux vidéo où les pièces sont chargées les unes après les autres, ce qui est le cas pourtant avec Resident Evil, hein. Les pièces sont chargées l'une après l'autre, on a même ce système de porte qui s'ouvre à chaque fois qu'on change de pièce, mais ils ont décidé de respecter les proportions, on a un plan qui est clair, on comprend assez rapidement le fonctionnement du bâtiment, même si le but aussi est un peu de nous perdre. On découvre deux ailes principales, une à l'est, une à l'ouest, reliées par un hall d'entrée central. C'est un lieu très important dans le jeu, en fait, c'est là que le jeu commence véritablement, que le joueur prend le contrôle, et c'est aussi l'un des lieux les plus travaillés de tout le jeu. Le style de ce hall d'entrée, c'est un style victorien, comme pour le reste du bâtiment. On pourrait se demander pourquoi, dans les années 60, on s'est mis à construire un manoir typique du 19e siècle, et à des milliers de kilomètres de l'Angleterre. On comprend rapidement quand on fouille un petit peu, en fait, le style victorien, c'est un style qui est né du coup au 19e siècle, en même temps que la révolution industrielle. C'est une époque durant laquelle les milieux de l'artisanat et de la construction sont pas mal chamboulés. On a l'industrialisation qui nous permet d'avoir des matériaux qui sont plus résistants, comme l'acier. On a aussi une précision des outils, et tout ça, ça nous permet une plus grande richesse dans la construction. Les élites britanniques, elles pouvaient témoigner de leur richesse à travers la complexité, la diversité et l'originalité des façades de leurs maisons. On a aussi parfois les attributs des châteaux du Moyen Âge, des petites tourelles dans les angles, des mâchicoulis, des créneaux. Faut pas oublier aussi l'importance de la décoration qui est souvent très chargée, avec des tentures, des boiseries, des lustres très élaborés, des sculptures et des peintures dans toutes les pièces. On a vraiment l'envie d'impressionner les gens qui viennent chez nous. Il ne faut pas oublier que depuis 2 siècles, il existe ce qu'on appelle les salons, ces réunions à huis clos des mondains, des bourgeois, des aristocrates et des intellectuels qui se retrouvent pour échanger sur des sujets comme l'art, la philosophie ou l'actualité, ou alors qui se retrouvent pour créer des sociétés secrètes avec le but de dominer le monde. Et ça paraît logique que ce soit ce style qui soit adopté par les développeurs du jeu pour décorer le manoir.
On veut impressionner le joueur comme on voulait impressionner nos visiteurs. Et tout ça, ça se justifie en fait scénaristiquement. Le propriétaire du manoir, Lord Oswald Spencer, il est d'origine anglaise. Et on sait que le manoir, c'est aussi une copie d'un manoir qui possédait déjà en Europe, on suppose aussi en Angleterre. En évoluant dans le manoir, on retrouve une certaine symétrie de composition dans le plan. Les deux ailes sont à peu près de la même taille, elles possèdent tous les deux une cage d'escalier propre à elles. Ce qui n'est pas étonnant dans les bâtiments de cette taille-là ou de cette époque. On pourrait imaginer qu'il y a un escalier qui sert pour les domestiques ou qui nous évite de faire un Paris-Marseille dès qu'on veut monter à l'étage supérieur. Pour les pièces principales de l'aile ouest, on retrouve la grande salle à manger avec tout comme le hall d'entrée un grand balcon qui court le premier étage. On retrouve aussi un salon de musique avec un bar, un jardin à l'intérieur, une grande bibliothèque, une chambre, une infirmerie et une cuisine au sous-sol qui, il faut l'avouer, est assez dégueulasse. Et pour l'aile est, on a un salon, une salle de danse, deux galeries d'art, une salle de bain qui est d'ailleurs la seule de tout le bâtiment, trois bureaux. À l'étage, on a une suite privée avec une chambre et un bureau, un boudoir, une pièce pour le personnel, une grande pièce de stockage qui s'apparente à un grenier, et deux pièces qui sont rien d'autre que des pièces énigmes. On en a une, c'est une pièce où on doit pousser correctement des sculptures contre un mur pour découvrir un coffre, et une autre où on doit jouer avec des murs qui se referment sur nous pour accéder à une autre pièce. Chaque aile possède aussi un balcon qui court le premier étage sur toute la façade au sud, et comme on l'a dit, un escalier dans chaque aile qui possède aussi une pièce de sauvegarde juste à proximité. Ici, la pièce de sauvegarde, elle a une fonction qui est uniquement utile au gameplay. C'est une pièce où on va pouvoir ranger notre inventaire et sauvegarder notre partie. Et ces pièces de sauvegarde qu'on retrouve un peu partout dans le jeu, elles ont certaines particularités. Une première, c'est que vous ne pouvez pas vous faire attaquer dans cette pièce-là. Les monstres ne peuvent pas rentrer dans la pièce, ils ne peuvent pas apparaître dans cette pièce-là, vous êtes tranquille. Et ça nous amène à la deuxième particularité de ces pièces, c'est qu'on a une certaine ambiance musicale. Alors que dans le reste du manoir, on va avoir une musique qui fait plutôt peur, des bruits d'ambiance qui sont assez sombres. Ici, on a une petite mélodie de guitare qui dure quoi, 10-15 secondes en fait, qui paraît plutôt apaisante. Et à force de l'entendre se répéter, ça devient extrêmement anxiogène. Et si j'étais à la place du protagoniste, j'irais me foutre dans cette pièce-là, j'irais me rouler en boule et j'attendrais tout simplement la mort parce que je serais beaucoup trop lâche pour tenter d'affronter tous les monstres et toutes les choses qui veulent bouffer mon foie avec des fèves et du bon vin. Et un jeu anxiogène, un jeu qui fait peur, c'est ce qu'on recherche quand on achète un jeu de cette franchise-là en fait. Mais la mécanique de la peur, elle se fait pas uniquement à travers des bestioles qui sont bien designées. On a aussi une énorme aide de la mise en scène de ces monstres-là. On a des couloirs qui sont parfois en tête d'aiguille, avec des angles un peu arrondis, pour que telle bestiole puisse apparaître de ce coin de la pièce, surgir d'un couloir qu'on n'avait pas vu. Une partie aussi qui est souvent plus sombre. On a certains couloirs où en fait il y a toute une partie du couloir qui est à l'ombre et qu'on voit pas ce qui se passe dedans. Si on regarde bien, en fait, tous ces couloirs sur le plan, ils sont parfois inutiles, ils nous obligent à des détours bien particuliers, à faire quasiment tout le tour du manoir pour juste une pièce. On se retrouve avec quasiment 50% d'espace desservant, des couloirs, les escaliers, tout ça. C'est énorme, 50% d'espace desservant quand on construit un manoir de ce genre-là. En général, on essaie de faire des grandes pièces et un minimum de couloirs. Là, on a 50% de couloirs, alors que dans un manoir classique, on se retrouverait avec 20, 30%, parce qu'en général, c'est pas les espaces où on vit. Les espaces où on vit, ça va être le salon, les chambres, les cuisines, tout ça. Les couloirs, c'est juste des espaces qui servent d'aller d'un endroit à un autre. Mais ici, le couloir, c'est aussi un espace où l'expérimentation des joueurs va être importante. Ils sont souvent situés sur l'extérieur du bâtiment, et du coup, on a des vitres, des baies vitrées qui donnent sur l'extérieur, d'où des monstres peuvent surgir en brisant la vitre. Et à contrario, toutes les pièces les plus importantes sont parfois à l'intérieur du bâtiment. On n'a quasiment aucune vue vers l'extérieur quand on se trouve dans une pièce. Et du coup, on a une ambiance qui est beaucoup plus tamisée, beaucoup plus sombre, qui sert du coup à amplifier ce sentiment un peu anxiogène aussi. Et on peut aussi refaire écho à l'architecture du 19e siècle là-dessus. C'était aussi une époque où on avait une certaine mise en scène dans nos habitations. On allait avoir un couloir qui va se retrouver ridiculement biscornu, arrondi, pour que telle autre pièce puisse être bien symétrique, bien arrondie, ou correspondre à un usage bien spécifique. On peut prendre l'exemple de l'Opéra Garnier à Paris, où on a une bonne moitié du bâtiment qui sert à la représentation artistique, la scène tout simplement, avec les gradins, et on a l'autre moitié du bâtiment, une autre moitié qui est parfois beaucoup plus importante parce qu'elle contient l'espace de représentation des visiteurs. La bourgeoisie, l'aristocratie venaient ici pour se montrer. Du coup, cet espace est limite plus important que le reste. Les gens venaient plus à l'opéra pour se montrer que pour aller voir une œuvre en particulier. On venait montrer sa nouvelle épouse beaucoup trop jeune, sa nouvelle robe beaucoup trop chère. On a aussi le développement de la haute couture à cette époque-là, et du coup, il y a une importance de montrer un peu ce qu'on possède. Tout ce qu'on a évoqué ici, c'est ce qui se passait dans le manoir, aux alentours du manoir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sous le manoir.
découvrant un passage secret sous une chute d'eau, en vidant un bassin ou en poussant la grille qui se trouve derrière l'escalier d'entrée. On accède à différents lieux comme des grottes inondées, des tombeaux, mais surtout un laboratoire. On passe un certain temps dans ce laboratoire-là, en fait, qui se dévoile sous 3 niveaux. Ici, on n'est plus du tout dans de l'architecture victorienne. On a quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, du béton au mur, du béton au sol, des équipements modernes liés à l'étude des virus. Le laboratoire, c'est la dernière étape en fait de tout le jeu. On s'est posé pas mal de questionnements dans le manoir, dans les alentours, et c'est dans le laboratoire en fait la dernière phase du jeu où on va répondre à ces questionnements. Le lieu semble plutôt réaliste et proportionné. En dehors du coût d'une telle installation, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer être sous le manoir de tel milliardaire américain. On a des gros ventilateurs qui sont là pour aérer le lieu. Et là aussi, la fonctionnalité va retrouver la mise en scène du jeu. On a ce ventilateur qui projette des ombres sur le mur qui est en face. Quand on arrive sur un certain plan, on voit des ombres projetées sur un mur. On pense que c'est un monstre qui est en train de nous surgir dessus, alors que non, c'est juste le ventilateur qui fait des ombres. On a ce jeu aussi dans un des escaliers, je crois, où on a une ombre qui nous est projetée vers la droite. Et du coup, en fait, c'est notre propre ombre qui nous fait peur sur la gauche. Le seul hic ici que je trouverais, alors mes connaissances en biologie s'arrêtent à mon bac d'SVT, mais on a beaucoup d'équipements qui sont assez gros, assez lourds, des cuves de centaines de litres, des compresseurs, tout autre matériel électronique et qui sert à la recherche. Tout ça, c'est uniquement accessible par une échelle qui fait un trou de 50 cm, 60 cm dans le sol. On n'a pas d'ascenseur qui remonte à la surface. On a des ascenseurs qui permettent d'accéder d'un niveau à l'autre, mais on n'a rien qui va vraiment à la surface. On pourrait penser à l'ascenseur final en fait qui nous emmène jusqu'à l'héliport, qui monte du coup jusqu'à la surface. Mais cet ascenseur-là encore, il arrive uniquement dans la pièce où on a cette échelle. Donc d'une manière ou d'une autre, on pourrait amener tous les équipements par l'ascenseur dans cette pièce-là, mais on ne pourrait pas les descendre dans le laboratoire, à moins qu'ils soient montés en kit, ce qui m'étonnerait grandement. Et sur ce point, on pourrait faire un petit écho au film Resident Evil. Alors ok, la série de films c'est plutôt une série de nanars, mais dans le premier film, on nous offre une vision du laboratoire qui est assez différente. On a le laboratoire qui s'appelle le Hive, en référence à une ruche avec ses abeilles dedans, mais aussi à sa forme hexagonale. Ici, le laboratoire il est composé de plus d'une dizaine d'étages. On a une cage d'escalier centrale, une cage d'ascenseur qui monte jusqu'à la surface, on peut le deviner sur la simulation 3D. On a aussi la propre garde du laboratoire, tous les équipements qui permettent de vivre apparemment 24 heures sur 24 sur place. Tous les biologistes vivent et travaillent sur place. Et ironiquement, c'est des systèmes comme la ventilation qui ont propagé le virus et causé la mort de toutes ces personnes-là. Pour le côté réaliste, par contre, ici, on pourra repasser. Le côté financier, on pourrait comprendre. Umbrella Corporation est une entreprise pharmaceutique qui est excessivement riche, mais construire un laboratoire aussi énorme dans les sous-sols d'une ville, c'est difficile à imaginer. Même si on a les accords de la ville, même si on a tout l'argent qu'il faudra, cacher ce genre d'installation, c'est très difficile. On pense aux témoignages de gens qui vivaient dans les grandes villes d'Europe pendant la création des métros. Ça bouge, ça fait du bruit. On ne peut pas imaginer construire un laboratoire de 15 étages sous une ville sans que personne ne se rende compte. Et si on veut pousser un peu plus le côté réaliste, on pourrait retourner sur le cas du manoir. Le manoir est certes constructible, en dehors de l'aspect financier, mais on se retrouve avec uniquement 2 chambres pour tout le manoir et une seule salle de bain. On a 3 chambres et 3 salles de bain dans la résidence au nord qui sert aux biologistes, mais dans le manoir même, on a 2 chambres et une seule salle de bain. Ça paraît illogique, alors que quand on a des bâtisses de cette taille-là, on pourrait imaginer une grande suite principale, une suite parentale, une master bedroom, ce que vous voulez. On pourrait imaginer vivre dans le luxe là-dedans. Alors ok, le manoir sert de porte d'entrée au laboratoire, c'est surtout ça que ça sert. C'est rempli de pièges, c'est fait pour dérouter les gens. Mais Lord Spencer, qui est le propriétaire du manoir qu'il a fait construire, il vivait sur place jusqu'à ce que les événements dégénèrent. On pourrait imaginer qu'il s'octroie à lui et à son personnel et aussi aux biologistes un peu de confort de vie parmi tous les pièges et les puzzles du manoir. Imaginez-vous, dès que vous voulez aller aux toilettes, d'aller chercher dans une pièce une clé dans la gueule du lion, d'aller mettre un diamant dans l'œil du lion pour que la gueule s'ouvre, que vous ayez accès à une clé. Et cette clé, elle ouvre pas les toilettes, elle ouvre une pièce qui permet d'accéder à une clé qui ouvrira les toilettes. C'est pas vivable du tout. Mais ce qu'on peut faire, c'est redessiner le plan du manoir, recomposer les pièces, ne pas mettre de verrou aux toilettes et éviter de les placer à 50 mètres de la chambre par exemple.
Alors ce que je vais présenter ici, c'est, une solution, c'est ce que j'aurais imaginé. C'est pas forcément la seule solution, c'est pas unanime, il y a peut-être des gens qui vont pas forcément aimer ça. C'est juste, la solution qui me paraît la plus logique de garder l'esprit d'origine du manoir dans ce nouveau manoir et je pense que les joueurs, de la première heure comme les gens qui s'y connaissaient peu, pourront retrouver l'esprit du manoir, là-dedans. Comme vous pouvez le voir, on touche très peu à l'aspect général, on a toujours les 2 grosses ailes reliées par le hall central. J'ai organisé un petit peu la répartition des espaces. On n'avait pas de logique claire dans le manoir d'organisation de l'espace. Là, ce que j'ai fait, c'est que l'aile ouest, ça va être l'aile principale, l'aile de vie, et l'aile est, c'est plus un lieu de distraction, on va dire, où on aura toutes les pièces comme les galeries d'art ou les chambres des invités. On pourrait imaginer que quand vous n'avez pas d'invités et que l'hiver est un peu rude, on ne chauffe que l'aile ouest. Après, si vous construisez un manoir de ce genre, je suis pas sûr que ce soit la facture de chauffage qui vous inquiète le plus. Mais du coup, ouais, on a cette logique-là de l'aile ouest et l'aile principale. On remarque aussi que les couloirs, tous les espaces desservants qui prenaient la moitié du volume du manoir, ici, ils sont beaucoup plus courts, beaucoup plus directs. Au moins, s'il y a des zombies, vous les voyez arriver de loin. On retrouve aussi les terrasses qui couraient au premier étage de chaque aile. Je les ai juste amincies un petit peu pour qu'elles paraissent plus fines et moins grossières sur la façade qu'on veut essayer de garder un peu plus lisse, un peu plus symétrique et propre. J'ai très peu touché à ce hall d'entrée puisque c'est un espace qui fonctionne, je trouve, plutôt bien. J'ai juste déplacé les portes de manière un peu plus symétrique et pareil pour les colonnes. Mais sinon, on a quasiment rien qu'à bouger ici. On retrouve aussi la grande salle à manger à la même place. Là aussi, j'ai rien touché hormis l'emplacement des portes. C'est aussi un espace qui fonctionne très bien. On imagine bien les dîners de la haute société dans ce genre d'endroit. Je trouve que c'est juste un petit peu sombre, alors on pourrait imaginer rajouter quelques lustres pour avoir plus de lumière. La cuisine, elle est remontée du sous-sol, elle se retrouve juste à côté de la salle à manger. On peut imaginer une cuisine un peu plus moderne que le reste, ça se fait assez bien. On voit souvent ça dans des bâtisses assez anciennes, d'avoir une cuisine qui est un peu plus moderne. On évite les canalisations en plomb, on évite les cancers à 40 ans. On peut aussi mettre une petite table de salle à manger pour les petits déjeuners par exemple, ou pour les dîners en famille qui sont un peu plus intimes, où il n'y a pas la nécessité d'avoir la grande salle à manger pour ce genre de dîner. La cuisine, elle a du coup deux portes principales, une porte qui donne sur la salle à manger et une porte qui donne sur un petit couloir annexe, le couloir du rez-de-chaussée. Mais elle est aussi grande ouverte sur un couloir qui donne accès au jardin d'hiver. On descend deux trois marches et on tombe sur un espace qui est très lumineux, très éclairé. J'imagine un peu un espace comme dans le manoir de Charmed, je sais pas si vous voyez. On a des petits orangers, des meubles en osier, des tons blancs, écrus, brun clair. On a des grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin. On pourrait garder le cimetière, pourquoi pas, pour garder mamie près de nous. De l'autre côté du couloir, on a l'accès au hall d'entrée. On a ce petit couloir, vous savez, où il y avait la grille qui mène au sous-sol du manoir. On peut garder cette grille, je trouve ça plutôt classe d'avoir un sous-sol fermé par une grille. Et du coup, ce petit couloir-là, en fait, il pourrait être, je l'ai pas mentionné, il pourrait être l'un des accès principaux au jardin, par exemple. Avant, on montait l'escalier pour accéder au cimetière. Là, on peut passer juste derrière, on ouvre des grandes portes-fenêtres et on accède au jardin. Et au bout de ce couloir-là, on a l'ascenseur, tout à l'est. Avant, l'ascenseur se trouvait dans le fond du couloir du rez-de-chaussée, mais il fallait faire un détour inimaginable pour accéder à cet ascenseur. Là, du coup, il est beaucoup plus accessible. Il donne directement sur le hall d'entrée. Et s'il y a des personnes qui sont invalides, elles peuvent facilement accéder à cet ascenseur pour accéder aux autres étages. Le foyer qui était dédié au personnel, qui se trouvait au premier étage de l'aile est, là, du coup, il se retrouve juste à côté de la cuisine. Dans une dimension un peu plus grande, on pourrait imaginer une table de salle à manger pour 6 personnes, des boiseries assez sombres, des tons un petit peu vert émeraude. C'est une pièce qui pourrait être bien décorée. C'est pas parce que c'est des employés de maison qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une salle de pause sympa. Ce foyer-là, pour les personnes qui travaillent ici, il est complété de deux chambres en fait. Deux chambres de personnel qui se trouvent du coup toujours au rez-de-chaussée, complétées par une première salle de bain. La première du manoir, mais pas la seule, rassurez-vous. J'ai mis les appartements des domestiques au rez-de-chaussée de cette aile-là, parce qu'au premier étage, on retrouve les appartements du maître de maison, les appartements parentaux. C'est plus facile pour entendre la clochette quand il faut changer la couche de papy à 2 heures du matin. Il y a juste l'escalier à monter, et puis on accède directement à la suite du maître. On a donc une grande suite, bien symétrique. On rentre par une sorte de petit showroom, de petit boudoir, ce que vous voulez. J'imagine là des grandes armoires, de quoi s'habiller, une ambiance ouais, vraiment très boudoir. Ensuite, par deux arches, on accède à la chambre. La chambre, on a un lit qui est sous une alcôve. On peut retrouver ici des tons un peu bruns, orangés, quelque chose d'assez vieillot mais chaleureux. Des tapis au sol, un coffre au pied du lit pour un côté drama, quelques fauteuils, des grandes fenêtres qui donnent la vue sur le jardin. On a une porte qui donne accès à la grande salle de bain, qui est aussi accessible depuis le couloir. Elle est tellement grande qu'on pourrait la séparer en deux et rajouter, je sais pas, un jacuzzi ou un sauna, si la personne veut ça. Mais là, du coup, je l'ai laissé en grand.
La deuxième porte, à l'opposé du coup de celle-ci, elle mène directement à un bureau. Comme les bureaux qu'on avait pu retrouver au rez-de-chaussée au premier étage, on a toujours cette ambiance un peu sombre, un beau window pour épier le cimetière, vérifier si mamie n'est pas réveillée. Le bureau donne accès directement aussi à la bibliothèque, qui est aussi accessible par le couloir du premier étage. Elle fait à peu près la même taille que l'ancienne bibliothèque. Comme on n'a qu'un seul mur avec des fenêtres et que c'est un mur qui est pas très bien orienté, qui reçoit peu de lumière, on pourrait opter pour quelque chose de sobre, mais j'ai pas envie parce qu'on a de l'argent. On va faire une grande coupole vitrée en fer forgé. C'est assez monumental, il y a un côté très titanique. On en voit une dans Resident Evil 8, dans le manoir Dimitrescu. La bibliothèque, elle a aussi une coupole vitrée de ce genre. Je trouve qu'il y a un côté très introspectif à avoir une lumière zénitale comme ça fonctionne plutôt bien avec une bibliothèque. Sur le palier du premier étage, on retrouve aussi une pièce supplémentaire. Ça pourrait être un bureau, vu qu'apparemment ici ils aimaient bien les bureaux, il y en avait 4 dans le bâtiment avant. Ici, ça peut être une chambre d'enfant par exemple. On est facilement accessible depuis la chambre des parents. Ça reste sur la même aile de vie que les parents. C'est tout à fait imaginable d'avoir une chambre d'enfant ici le temps que l'enfant devienne adolescent et qu'il ait sa propre chambre dans l'aile est. Comme dans la première version, le couloir du premier étage, il donne accès à la balconade qui se trouve au-dessus de la salle à manger. Cet espace-là, je trouvais qu'il n'avait pas trop de fonction avant. Alors ici, j'ai décidé d'y faire la galerie de peinture. On pourrait très bien imaginer, du coup, pendant les dîners mondains, d'avoir toutes les peintures qui sont au premier étage, qui nous surveillent un petit peu pendant qu'on mange. Ça donnerait une utilité, du coup, à cette balconade qui est plutôt sympa comme espace, mais je trouve qu'elle n'avait pas de fonction à l'origine. Voilà pour l'aile ouest, comme vous l'avez vu, c'est bien une aile de vie. On a toutes les pièces principales qu'on pourrait retrouver dans une habitation lambda. Hormis la bibliothèque, on n'a que des pièces qui sont liées à la vie de tous les jours. À l'est, au rez-de-chaussée, c'est ce qu'on pourrait appeler un plateau de divertissement. On y accède par un premier salon. L'ancien petit salon avec la galerie de statues, elles ont fusionné pour donner un grand salon, un salon de musique, un salon de dessin. J'imagine quelque chose d'entièrement boisé, des moulures au plafond en bois, de la jolie marqueterie sur les murs, une cheminée recouverte de bois. On pourrait aussi y voir du coup un grand piano à queue près de la fenêtre, un petit bureau, des dessins accrochés au mur. On pourrait avoir un petit bazar dans la pièce avec des livres un peu par terre, un bureau en bazar, des petits fauteuils par-ci par-là. Quelque chose d'assez chaleureux aussi parce que dès qu'on a du monde, c'est une pièce qui va être assez fréquentée. C'est la pièce qui donne accès à toute l'aile est. Du coup, c'est un endroit qui va être très traversé par les visiteurs, par la famille qui vit ici. Ce premier salon-là, il se complète par une petite galerie de statues en alcôve et un atelier dans la pièce d'à côté. Là aussi, on imagine un endroit qui est un petit peu en chantier. On pourrait imaginer des peintures sur un chevalet, des cadres un peu par terre, des draps sur les statues pour un côté un peu effrayant. On aurait des tons un petit peu pierre, jaunâtre, avec aussi des grandes baies vitrées. On pourrait voir ce qui se passe dans le jardin d'hiver de l'autre côté du manoir à travers ces baies vitrées. On a évoqué le Titanic tout à l'heure, et je pense que ça va vous parler. J'ai imaginé une grande salle de sport, comme on pouvait en trouver au début du 20e, des haltères, du matériel de gymnastique, des vélos d'appartement. On retrouve aussi un grand miroir le long du mur qui est face aux vitres. On a aussi une petite salle de bain annexe à cette salle de sport. C'est plus pratique, on n'a pas besoin de traverser tout le manoir quand on a fait du sport. Tout dégoulinant de sueur jusqu'à la salle de bain du premier étage par exemple. Pour le reste du rez-de-chaussée, je me suis un peu inspiré du manoir Rosenheim. Ça va sûrement parler aux fans d'American Horror Story. On a un grand salon voûté, des canapés en cuir, des murs blancs avec des boiseries assez massives, un boudoir un peu dans le style salon anglais, très sombre, très club, beaucoup plus intime avec des portes en vitraux colorés, des tons rougeâtres, des tons bruns. De ce boudoir, on a un petit cagibi qui peut servir à ranger les cigares ou qui peut servir aussi à ranger le matériel de ménage parce qu'il faut bien le mettre quelque part. Ce boudoir, il a aucune fenêtre sur l'extérieur, du coup que de la lumière artificielle, que des ampoules bien jaunâtres qui consomment pas mal. Il faudra aussi penser à un bon système d'aération si on veut pas que ça devienne un aquarium rapidement. Le salon voûté, lui, il donne accès à un petit couloir qui a une porte sur une petite salle d'eau. Au début, je voulais prendre toute la place pour faire une grande salle de bain, mais je voyais pas l'intérêt de faire une salle de bain ici, alors qu'on n'a pas de chambre sur ce palier-là, on a juste le salon. Du coup, c'est plus un endroit, on va dire, pour aller se repoudrer le nez, aller juste aux toilettes, quand on est entre amis dans le salon, par exemple. Du coup, l'autre moitié de cette pièce-là, elle est accessible par le salon. C'est une petite pièce, j'avais pensé à faire un petit cabinet pour les enfants, que ce soit pour qu'ils fassent ses devoirs ou qu'ils viennent ici quand il est puni, par exemple. Plutôt que d'enfermer son enfant dans un placard comme dans Super Nanny, ici on a une punition positive pour l'enfant. On va lui faire lire des livres qui disent pourquoi faut pas taper quelqu'un, pourquoi faut dire merci, pourquoi faut pas déterrer grand-mère du jardin, ce genre de choses. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez faire un placard des horreurs, je suis juste l'architecte là-dessus. On retrouve du coup un escalier pas loin de cette pièce-là, un escalier en bois avec une petite porte. La porte pourrait être cachée dans
dans la menuiserie du mur, qui donne accès à la cave. À l'étage, on garde en partie l'espèce de petit couloir en U qu'on avait avant, avec les tentures et tout. Ici, on distribue trois chambres d'amis, une aux mêmes dimensions que le salon qui est en dessous, qui est donc pas mal grande. On aurait pu la diviser en deux, mais je préférais garder une grande chambre plutôt que d'avoir deux petites chambres. Ici, on pourrait avoir une ambiance très bohème avec des voilages, des tentures, des tapis sur le sol, des lits à baldaquin, pourquoi pas des poufs et des matelas sur le sol. Un côté très cocooning, dans des tons ocre, avec des objets venus de pays étrangers, de voyages, ou carrément volés dans des pays étrangers, parce que les Anglais au 19e siècle, ils étaient plutôt doués pour ça. Les deux autres chambres, elles sont un peu plus petites. On pourrait imaginer une qui est plutôt blanche avec des boiseries claires, du bouleau, de la porcelaine, des moulures au plafond, ce genre de choses. Et l'autre avec des boiseries un peu plus foncées, des tissus verts, des tissus bruns, un beau parquet à motif par exemple. Sur le palier, on trouve aussi une quatrième chambre, un peu plus petite, plutôt classique. Ça pourrait être une chambre d'enfant, ça pourrait être aussi une chambre de domestique. Par exemple, quand on a des invités, on va dire, on prend un domestique qui est dans cette aile-là pour servir aussi les invités. On retrouve ici la salle de bain réservée aux invités à cet étage-là. On a une autre pièce qui pourrait servir de salle de bain, mais comme elle a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur, c'est pas très envisageable. Alors vous pouvez soit l'insonoriser pour y informer mamie quand elle pose des problèmes, soit vous pouvez aussi faire simplement un rangement pour les linges de lit, faire une buanderie par exemple. La dernière pièce qu'on a sur ce palier, je la vois un peu comme une salle de jeu, un peu comme la pièce dans Shining, où Danny voit pour la première fois les jumelles quand il joue aux fléchettes. Ça ferait une décoration un peu anachronique d'avoir des équipements modernes, une télévision, des jeux dans les autres pièces du manoir, un côté qui est très victorien. Ici, on peut se permettre d'avoir une pièce qui est dédiée aux équipements modernes, des jeux de société, un écran de télé, des jeux de fléchettes, un distributeur de café, un distributeur de soda, un distributeur de bonbons. C'est un peu la pièce caprice de riche, on va dire. J'ai de la thune, je veux une broche à kebab dans mon manoir, bon bah on va la mettre ici. Et juste pour finir, on a un petit escalier, juste à côté de l'escalier de l'étage, qui mène au grenier. On imagine une échelle démonique, quelque chose d'assez raide. Vu qu'on a un petit peu de hauteur sous les combles, on pourrait imaginer aussi d'y faire la salle de jeu ici. La salle de jeu au premier deviendrait une chambre supplémentaire, et on aurait du coup un grand plateau de jeu dédié uniquement aux équipements modernes par exemple. Après, évitez de demander à Madame Lalaurie de faire la décoration de vos combles, vous risqueriez d'être pas mal dégoûté et déçu. On a fait le tour du manoir, des pièces à l'intérieur. À l'extérieur, je remplacerai juste les terrasses qui sont en haut du manoir par un grand jardin à l'anglaise, un petit lac, une petite mare avec un arbre mort par-dessus, des buissons, des pins, la forêt du coup qui est juste un peu plus loin, quelque chose d'assez brumeux. Je trouve ça plutôt effrayant de se dire que n'importe qui pourrait surgir d'un coin dans le jardin et nous foncer dessus, ou on pourrait recevoir des fantômes qui apparaissent à 1h du matin dans ce jardin-là, à côté du lac. C'est des mécanismes qui sont assez fréquents dans le monde de l'horreur. Pour le revêtement extérieur du manoir, on pourrait voir quelque chose comme de la brique rouge ou de la pierre de taille assez grossièrement taillée. C'est quelque chose qui était assez tendance au 19e siècle, avec des toitures en tuiles bien rouges. Pour les alentours du manoir et l'accès, j'irai pas jusqu'à mettre une route qui mène jusqu'au manoir. Je trouve que l'idée que le manoir soit un peu perdu dans la forêt, ça fonctionne plutôt bien. Mais on pourrait se dire au moins peut-être une allée de gravillon ou de terre à nu, avec un joli alignement d'arbres face au manoir. Quand j'ai redessiné le plan, j'ai imaginé que le sud était plus en bas du plan mais en haut, parce qu'on a la majorité des pièces qui se trouvent sur le haut du plan en fait. C'est quelque chose qu'on pourrait trouver logique du coup d'avoir les deux ailes bien orientées face au sud. Après, si on veut garder l'ambiance un peu tamisée, un peu sombre, uniquement de la lumière artificielle et des pièces plutôt peu éclairées, on peut garder l'orientation avec le sud en bas. On aurait juste la grande salle à manger, le hall d'entrée et le salon de musique qui seraient bien éclairés, mais le reste, ce seraient des endroits qui sont assez sombres. Ça sera au bon vouloir de la personne qui commandera la construction du manoir. On arrive à la fin de la vidéo. Si jamais vous voulez jeter un œil un peu plus précis sur les plans, je vous les mettrai en PDF dans la description, l'ancienne version, la nouvelle version. J'espère que le format ça vous a plu. Si jamais vous avez des critiques, que ce soit positif ou négatif, je suis preneur vraiment. Ça m'a pas mal aidé d'avoir des amis qui étaient assez objectifs sur le travail que j'avais fait. Ça m'aidera encore plus, je pense, d'avoir l'avis de fans d'architecture, de fans d'histoire, de fans de jeux vidéo ou de culture pop. Ça pourrait être que positif, je pense, pour moi, dans la finalité. Si ça vous a plu, du coup, un petit like, un petit partage, ça m'aiderait vachement. Surtout si vous avez envie de revoir d'autres vidéos de ce genre-là. Je vous embrasse très fort et à bientôt.